Et la France dans tout cela, donc c'est le moment de conclure ces journées de débat, d'intervention par la table ronde la plus ouverte, la plus diverse et sûrement, vous le verrez, la plus baroque par quelques questions et réponses sur la place de notre pays dans ce monde qui change, sur son influence, son rayonnement économique, diplomatique, culturel. On pourra d'ailleurs se demander si l'influence est un gage de réussite, si l'on peut se satisfaire de rayonner à l'extérieur pour échouer à l'intérieur. On le fera avec deux entrepreneurs chefs d'entreprise, avec Alain Mérieux, fondateur de Biomérieux, leader mondial de microbiologie, président de la Fondation Mérieux, avec Emmanuel Faber, directeur plutôt numéro 1 de Danone, entreprise qui, comme Mérieux, fait la grande majorité de son chiffre d'affaires, de son activité à l'international, à l'étranger, un acteur, metteur en scène, figure culturelle qui n'a pas sa langue dans la poche, qui est à mes côtés Francis Huster, et puis une politique, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et puis un architecte, Rudy Ricciotti, l'homme du Mucem à Marseille, du département des arts de l'islam au Louvre, mais aussi du pavillon noir ici à Aix, qui, à l'oral, dit-on, à l'oral, le bâtisseur devient souvent démolisseur. Nous le verrons. C'est à Olivier Pastré qu'il revient, membre du Cercle des économistes, qu'il revient d'ouvrir ce débat. Olivier. Merci. Alors d'abord, quand même, franchement, quand vous regardez cette table ronde qui n'est pas ronde, ça a quand même de la gueule. Et tous ceux qui sont là ont un point commun, c'est leur amour de la France. Le sujet la question qui nous est posée, c'est comment la France se positionne aujourd'hui dans le monde. Je peux vous dire qu'avec les personnalités qui sont à cette estrade, pour mettre un peu d'ordre, c'est pas de la tarte. Mais enfin, je vais quand même essayer, en distinguant, un, le diagnostic, deux, les propositions. Au niveau du diagnostic, si on veut parler d'attractivité de la France, il y a 12 dimensions, 12 éclairages. Ne vous inquiétez pas, après ce sera plus marrant ce que je vais dire, mais accrochez-vous au début. D'abord, il y a les critères objectifs et les critères subjectifs, le ressenti. 2. Ensuite, il y a notre position en tant que Français sur la place de la France et la position des autres sur la France. 4. Tout ça à 3 niveaux. 4 x 3, 12. Au niveau militaire et diplomatique, au niveau culturel, au niveau économique. Voilà, si on veut définir l'attractivité d'un pays, voilà par où il faut passer. Alors, juste un petit mot de culture. Retour à Villiers de l'Isle-Adam. Alors, pour les étudiants incultes qui arrivent aujourd'hui, j'étais sûr du succès. Villiers de l'Isle-Adam, ça ne s'écrit pas en un seul mot. C'était un auteur du 18e qui disait « Lorsque je me regarde, je me désole. Lorsque je me compare, je me console. » Et je crois que c'est assez bien appliqué à la France. Sur le plan militaire diplomatique, on est un petit pays. Mais aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire et un petit pays peut avoir un certain poids malgré sa petite taille, même malgré la taille de ses dépenses militaires. Et ça a été le cas pour la guerre en Irak, ça a été le cas au Mali. La France existe au plan militaire et diplomatique. Au plan culturel, on a deux intervenants qui vont en parler, donc je vais très rapidement. Mais il est clair que la culture est un élément essentiel de l'attractivité. Et dans ce domaine-là, la France n'a pas à rougir. Il y a 500 000 personnes employées dans l'ensemble des industries culturelles. Et c'est un domaine dans lequel la balance commerciale est structurellement positive. Voilà pour la partie culturelle. Pour la partie économique, alors évidemment, il y a des trucs qui ne marchent pas. On a la loi travail qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Mais si on regarde de manière un peu objective, en matière de démographie, on est plutôt très bon. En matière de richesse moyenne de nos concitoyens, on est plutôt très bon, 2 fois plus riches en moyenne que les Allemands. En matière de leaders mondiaux, il y en a 2 autour de la table et il y en a d'autres. En matière de gisement d'emploi, il y a un potentiel tout à fait considérable. Et je ne prends que 2 preuves de l'attractivité de la France. 1, les taux d'intérêt. Les gens nous prêtent de l'argent, nous paient pour nous prêter de l'argent, c'est quand même plutôt sympathique. Et en matière d'investissement direct étranger, on n'a aussi pas trop à rougir. Je rappelle que pour les entreprises de plus de 1000 salariés opérant en France, 1 sur 2 est une entreprise étrangère, ce qui prouve qu'on est quand même relativement attractif. Voilà pour le diagnostic à 12 niveaux. Maintenant, les propositions, je les formulerai très vite sous forme de 6 commandements, pas 10, 6.
ça va plus vite, qu'il faut respecter si on veut défendre la France à l'échelle internationale. Un, tu observeras un moratoire sur le French bashing. Il faut arrêter de se mal aimer. Ça aide quand même beaucoup. Donc on arrête pendant 2 ans. Attendez, c'est pas fini, et la prochaine, elle s'adresse à vous. Pour les élites, tu feras de la pédagogie. Qu'on soit intelligent, ça suffit pas. Il faut qu'on rende les autres intelligents. Et donc, tu as, en tant que participant de l'élite, c'est le cas dans cette salle, un devoir de pédagogie. En termes de comportement, tu te soigneras contre la schizophrénie qui t'amène à consommer ce qui fait le lit de la désindustrialisation. Il y a un vrai problème. On est quand même, en France, un peu schizophrène. Pour les gouvernements, donc je m'adresse à Valérie, tu commenceras par remettre en marche l'ascenseur social. Ça paraît une évidence. C'est évidemment par l'éducation, la culture et la politique de la ville que ça passera. 5e commandement, tu simplifieras et tu stabiliseras la réglementation. Là, Valérie va être d'accord. Et tous les industriels le seront aussi. Sans visibilité, il n'est pas de projet d'avenir envisageable. Et enfin, tu donneras toute sa place au corps intermédiaire, parce que sans corps intermédiaire, la France a peu de chances de devenir un pays de consensus. Et donc, j'espère qu'à ces 6 commandements, les discussions qui vont avoir lieu maintenant permettront d'en rajouter 5 autres, ce qui fait qu'on battra Moïse, ce qui est quand même un objectif ambitieux. Merci. Merci. Merci Olivier Pastret pour cette brièveté introductive. Emmanuel Faber, vous parcourez le monde pour Danone et vous êtes pas mal placé, même plutôt très bien placé, pour mesurer l'influence de la France, du moins sur le plan économique. Oui, merci. Ce qui m'a paru intéressant en particulier dans ce que disait Olivier Pastret, c'est que on ne peut pas parler d'influence militaire, culturelle, de soft power, comme on en parle, si en même temps il n'y a pas une influence économique. L'économie et la culture ne sont pas séparées. Elles sont même essentiellement liées, car même si on essaye de mettre l'économie en équation, la réalité c'est que toutes nos décisions sont complètement habitées par nos croyances, notre vision du monde, ce qu'on a appris à l'école, ce que nos parents nous ont dit, ce qu'on entend autour de nous. Je prends un exemple très simple. Quand Danone décide, il y a 3 mois, de sortir intégralement des OGM aux États-Unis, alors que les OGM, c'est le monopole aux États-Unis, je pense qu'aucune entreprise américaine n'aurait été capable de le faire. C'est pas parce qu'on est meilleur ou... On est juste français. Et donc, forcément, ça colore la façon dont nous regardons les questions de biodiversité, les questions de diversité de l'alimentation, d'ailleurs, qui ne peuvent s'appuyer que sur des systèmes qui ne sont pas ceux de la monoculture, mais au contraire d'une agriculture diversifiée. Donc l'économie et la culture, c'est fondamentalement la même chose. C'est très très important de ne pas les séparer, encore moins les opposer. Et c'est le premier point peut-être sur lequel je pourrais proposer un commandement de plus pour répondre à l'injonction d'Olivier. C'est celui de soigner ce qui en France mine le rapport entre l'économie et la société. On a à la fois une grande difficulté à réconcilier l'économique et le social en France, et en même temps, on a un dispositif institutionnel, historique, juridique, qui se prêterait particulièrement à ce qu'on le fasse, car nous bénéficions sur le plan juridique de l'existence de la personnalité morale des entreprises, de l'intérêt social comme une vraie notion qui n'existe pas dans le droit anglo-saxon, qui sont des fondements qui permettraient que l'identité économique française, ce soit une économie inclusive, qui elle-même aurait, je pense, le pouvoir d'être une base pour un certain nombre d'autres pays, l'Allemagne, des pays scandinaves, et donc un projet européen. Ça, c'est le premier commandement, c'est impératif, parce que sinon, les 2 autres ne fonctionneront pas, et je les énumère très brièvement. Le deuxième, c'est je crois qu'à cause de cela, nous avons la possibilité, sans doute le devoir, de contribuer massivement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'ONU. L'ONU a travaillé après les objectifs du millénaire sur la poursuite par 17 objectifs qui ont été validés l'année dernière. Ces 17 objectifs concernent le futur de la planète. Aujourd'hui, ce champ politique et économique n'est pas habité par les Américains, qui le prennent de façon assez orthogonale. Les entreprises chinoises ne sont pas encore prêtes, mais elles le seront.
Et donc il y a une opportunité de timing pour que les Européens et les Français en tête, nous contribuions de façon importante, au travers de l'économie, à la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'ONU. En termes de rayonnement de la France, je pense que c'est une véritable opportunité. Le deuxième, c'est le fait que nous avons à nos portes un continent qui est le continent de demain sur le plan démographique, sur le plan économique, l'Afrique, que nous avons en grande partie abandonné sur le plan économique pour des raisons historiques. Aujourd'hui, la part de marché de la France dans les importations de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne est de 3 à 4 fois inférieure à celle de la Chine, de 2 fois inférieure ou 3 fois inférieure à celle de l'Inde. Ce continent est un continent géostratégique qui est à nos portes, avec lequel il est essentiel que nous réinventions des relations de voisinage, que nous chassions nos vieux fantômes, et que nous créions, avant que les Chinois ne le fassent, une zone d'influence et d'échange entre l'Afrique et la France en particulier, dont les premières bases ont commencé à être posées, mais je crois que c'est un des points sur lesquels la France a à la fois le devoir et l'opportunité de se positionner en termes d'influence. Merci. Merci Emmanuel Faber. Vous allez céder votre micro, Emmanuel, à votre voisin Francis Huster, qui lui n'a pas édicté de commandement, enfin je ne crois pas, mais plutôt a préparé une lettre, et c'est la lettre d'un homme en colère, Francis ? J'écoute votre silence. On est presque à la ligne d'arrivée. Vous devez tous crever de faim. Je ne vais pas vous prendre la tête. J'ai écrit un discours, oui, très violent, mais je pense que je ne vais pas vous le lire. Tiens, je l'offre à Valérie, comme ça au moins il y aura la preuve. Je me suis aperçu dans la liste de tous les participants que la culture était non pas niée, mais c'était un peu comme si j'étais un intrus ici. Or, non, je regarde la liste. Je me suis aperçu que dans la poche, j'avais l'Europe. C'est-à-dire que les responsables européens ont pensé que 338 millions d'Européens pensent que l'Europe, c'est ça. C'est-à-dire que sur les billets européens, voilà ce qu'on a mis. On a mis ces ponts, ces architectures, voilà ce qu'est l'Europe. Je pense que c'est exactement la raison pour laquelle je suis ici. J'eus préféré que 330 millions d'Européens aient des billets à l'effigie du génie de l'Europe, c'est-à-dire de Shakespeare, c'est-à-dire de Picasso, c'est-à-dire de Mozart, c'est-à-dire de Léonard de Vinci, et c'est-à-dire de Molière. Et le problème, c'est que face au terrorisme, face à la violence, l'Europe a besoin d'une philosophie, d'une morale. Il faut répondre à la mort par le bien, par la générosité, par l'amour. On parle d'économie. Les artistes ne s'économisent pas. Ils sont là pour apporter sans aucune différence, quelle que soit la religion, quelle que soit la qualité sociale, la parole de la France. Et Jean Giraudoux disait justement, dans l'impromptu de Paris, il faisait dire à Jouvet que tant que la France existera, toutes les dictatures du monde trembleront, parce que la France sera toujours là pour dire non, pour se lever. La France, oui, c'est vraiment Jean Moulin. La France, c'est aussi le Christ qui se bat contre Rome. C'est Einstein qui se bat, c'est Churchill qui refuse de signer l'armistice avec Hitler. Et je voudrais dire ici, puisque vous êtes des démocrates, que la démocratie, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas d'accepter ce que la masse souhaite. C'est au contraire la démocratie de donner la possibilité à une seule voix de triompher. Et la voix des poètes, c'est celle qui nous honore. De grandes tournées théâtrales dont le monde entier ont porté la gloire de la France. Ce n'est pas du divertissement,
C'était pour porter cette flamme, la flamme d'Hugo, la flamme de Zola, la flamme de Rimbaud, de Verlaine. Quand Louis Jouvet, avec la troupe de l'Athénée, traversait l'Amérique du Sud, le public se levait à la fin des représentations pour chanter la Marseillaise. Quand Jean-Louis Barrault, dans le monde entier, avec sa troupe, la compagnie Renaud-Barrault, faisait la même chose, quand Jean Vilar allait porter la haute parole de la culture française, qui n'était pas réservée à une élite, qui s'ouvrait aux masses populaires, le monde entier parlait français, pas seulement dans la langue, mais avec le cœur. Et j'espère que demain, la seule voix qu'on refuse d'entendre, on l'entendra. C'est la voix de la jeunesse. On est à 2 pas d'une élection présidentielle. On est à 2 pas d'une élection présidentielle. Je supplie qu'on entende la voix de la jeunesse. Je supplie qu'on reparte à 0. Et que chaque prétendant dans cette espèce de voice présidentielle se mette au même niveau au départ. Et explique à la jeunesse, puisque c'est bien la construction de la jeunesse dont il est question, que chacun, que chacune explique à la jeunesse ce qu'elle entend bâtir, ce qu'il entend bâtir pour la jeunesse. Nous, pour conclure, les êtres de culture, dont notre morale est évidemment le respect, la dignité pour tous et le partage, nous avons vraiment la responsabilité aujourd'hui de reparcourir le monde avec ces grandes troupes, pas seulement théâtrales, mais musicales, des troupes aussi picturales, des troupes pour apporter cette voix des poètes. J'espère que, après cette marée de mots, vous emporterez une petite lumière. Les hautes instances européennes sont, comme le dit Shakespeare dans Jules César, des hommes et des femmes honorables, mais, comme dit le Christ sur sa croix, Europe, Europe, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi a-t-on abandonné la culture? Merci beaucoup. On vous l'avait promis. Valérie Pécresse, vous avez la lourde tâche de succéder à Francis Huster. Vous en avez vu d'autres. Je savais que ce serait difficile. Francis nous avait prévenu qu'il allait pousser son cri. Et quand je l'écoute, je pense à cette phrase de Bernanos, qui est magnifique. Il a dit, c'était dans les années 30, il a dit « Français, Français, si vous saviez ce que le monde attend de vous ». Eh bien, Francis nous a montré que les Français ont encore beaucoup de choses à dire au monde. Alors, c'est vrai que... Et puis je rappelle que ce livre de Bernanos devait s'appeler « Démission de la France » et qui s'est finalement appelé « La grande peur des bien-pensants ». Donc on va lutter contre la bien-pensance dans cette table ronde. Alors comment on lutte contre la bien-pensance ? Toute la semaine... Oula, mon voisin de gauche est chaud bouillant. Toute la semaine, on a parlé du Brexit et à quel point le Brexit ébranlait l'Europe. Mais je crois qu'il faut avoir bien conscience que le Brexit n'ébranle pas que l'Europe. Il ébranle aussi les États-nations. Et que quand vous avez la première ministre écossaise qui va dire « moi je me sens européenne et je ne me sens plus britannique », ou les Irlandais du Nord qui disent « ah ben si c'est ça, on veut fusionner avec l'Irlande du Sud pour rester en Europe », c'est-à-dire que les Britanniques vont peut-être, par leur vote, avoir réussi à réunifier l'Irlande, ce qui est quand même... Mais ce serait peut-être pas mal, mais bon. Enfin, la vérité, c'est que ce Brexit ébranle les États-nations aussi. Et vous savez que l'avenir est aux grandes métropoles, l'avenir économique est aux grandes métropoles. Et
dans les 10, 20, 30, 50 ans qui viennent, l'essentiel de la croissance du monde se fera par des métropoles. Il va y avoir 100 grandes métropoles qui feront l'essentiel de la croissance du monde. Peut-être 20 qui commanderont, qui seront des phares. La question, c'est est-ce qu'il y aura une métropole en France qui sera un phare pour le monde? Eh bien moi, évidemment, vous avez bien compris que je réponds oui à cette question. Francis a parlé de patriotisme culturel, et c'est évident que la métropole de Paris, la métropole de l'Île-de-France, a vocation à être un phare en matière de liberté publique, en matière de droits de l'homme, en matière de culture, mais elle a aussi vocation à être un phare économique. Et quand on parle de patriotisme, on doit aussi parler de patriotisme économique. Moi, j'assume de parler de patriotisme économique. Alors le sujet aujourd'hui pour moi, c'est est-ce qu'on peut, et est-ce que dans le monde de demain, les métropoles vont se construire contre les États-nations, ou est-ce qu'elles vont se construire avec les États-nations? Ma thèse, c'est qu'en tout cas, en ce qui concerne la France, il y a un modèle français à mettre en place. Et ce modèle français, c'est le contraire du modèle londonien. C'est-à-dire, c'est celui d'une capitale, l'Île-de-France, qui pèse 30% de la richesse de la France, qui pèse 40% de la recherche française, et qui doit aujourd'hui tirer la France, être un moteur de la France, et pas se construire contre la France. Ce qui s'est passé avec le Brexit. Le Brexit, c'est le vote de quoi? C'est le vote des exclus de la prospérité. Et c'est le vote anti-système. Eh bien, il ne faut pas que Paris devienne, comme l'est Londres aux yeux de la plupart des Britanniques, une ville qui fait sa croissance contre le reste du territoire. Donc moi, je suis favorable à une métropole d'Île-de-France qui soit le lieu de l'excellence française, mais qui se construise complètement en coopération avec ces territoires. En plus, Alain Mérieux va parler après moi, donc comme les Lyonnais en ont marre de Paris, bon, il faut que je vois. Mais c'est très important, c'est très important, c'est très important. Je finis. J'assume, et je le dis devant vous tous, de faire aujourd'hui à Londres la promotion de l'Île-de-France. Je l'assume parce que ce n'est pas dépouiller Londres, c'est le vote des Britanniques qui va dépouiller Londres. Le sujet, c'est que nous avons un tapis bleu-blanc-rouge à dérouler et nous devons faire valoir nos atouts. Paris, aujourd'hui, doit être la grande capitale européenne. On ne peut pas laisser partir à Francfort, à Dublin, à Luxembourg l'essentiel de la finance. Et moi, je tiens à le dire, on ne peut pas dire l'ennemi, c'est la finance. Parce que le sujet de la finance, c'est une question de souveraineté et d'indépendance économique, de souveraineté et d'indépendance nationale. Faire revenir des puissances financières, la FinTech, les banques, sur la place de Paris, ça permettra de faire grandir nos start-up. Vous savez que nous avons un écosystème de start-up en Île-de-France qui est plus créatif aujourd'hui que celui de la Silicon Valley, plus dynamique. Donc voilà, donc je le dis, welcome to Paris Region, on a tout pour être les meilleurs, et le tapis bleu-blanc-rouge, il est déroulé pour tous ceux qui veulent venir créer de l'emploi en France, parce que le sujet, c'est qu'à Paris, il y a 700 000 chômeurs, 30% de chômage des jeunes dans les cités, avec des jeunes qui détestent leur propre pays, et ça, c'est mon devoir, et c'est notre devoir collectif. Merci Valérie Pécresse et merci d'avoir fait la transition avec l'orateur suivant. Vous l'avez cité, Alain Mérieux, fondateur d'une entreprise Biomérieux au rayonnement international encore incontestable et qui continuait, Alain Mérieux, vous continuez de parcourir vous aussi le monde pour défendre ses valeurs et avoir une vision de notre pays dont vous allez nous parler à présent. Alain Mérieux. Merci. Bon, il est vrai que, vu mon grand âge, je sers depuis une 50aine d'années la France et surtout la tradition de la médecine pasteurienne, à la fois en vaccin, à la fois en diagnostic, à la fois en sécurité alimentaire, pour essayer de placer partout le drapeau tricolore tant que faire se peut, et ça ne va pas trop mal. Bon, on a la chance d'avoir une base arrière qui est solide, qui est la base de Lyon, où je rends hommage parce que nous travaillons tous ensemble, gauche-droite, quelle que soit notre religion et autres, pour le développement économique, culturel, universitaire, scientifique et surtout social et humaniste de cette ville qui a une longue tradition. Donc c'est une base qui est bonne et nous avons en plus, je le dis souvent, une qualité de collaborateurs en France formés, qui sont très bien formés, très motivés et que nous avons la chance d'avoir une qualité de travail
exceptionnelle dans notre pays. Bon, ceci étant, je pense que dans toute entreprise, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit une municipalité, il faut d'abord dégager une vision et que cette vision soit partagée. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que l'on va ensemble en fonction de ses propres faiblesses ou propres forces? D'abord définir cette vision, la faire partager à tous les niveaux, et ensuite on va et on attaque. Pour ça, pour attaquer, il faut avoir des chefs qui soient crédibles, c'est-à-dire qui soient relativement intelligents, qui aient un certain charisme, et surtout qui passent en termes militaires, qui passent devant. C'est-à-dire des gens qui passent devant sur le terrain, qui, quand ça ne va pas, c'est eux qui prennent, quand ça réussit, c'est eux qui prennent, mais d'avoir le courage et l'exemplarité est nécessaire. Vous n'entraînerez jamais personne quand vous avez au-dessus de votre tête des gens qui ne sont pas respectés parce qu'ils ne sont pas respectables. Ça, c'est le point fondamental. Et puis après, je crois qu'il faut cultiver un peu partout une certaine fierté, une certaine ambition, de l'enthousiasme, mais également beaucoup de générosité. Car je crois que c'est un monde qui, sans générosité, en tous les cas dans le travail qui est le mien, n'a aucun futur, et nous ne pouvons être dans notre métier comme dans l'autre que très long terme et que très mondial. Il faut que nous reprenions absolument. J'avais été frappé lorsque je faisais la politique d'avoir rencontré le patron de la Catalogne qui m'avait dit, il y a 86, et qui m'avait dit, vous avez perdu une denrée essentielle, l'allégria. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Et qu'on ne gagne pas des batailles quand on n'a pas envie de la livrer et quand on n'a pas une certaine joie de vivre. Alors reprenons, je dirais, cette joie de vivre indispensable, ouvrons les volets, parce que quand ça va mal, il y a deux solutions, ou on se recroqueville, on se rabougrit, ou on ouvre les volets et on va à l'extérieur, ce qui demande un certain courage. Et puis j'ai la chance également, comme je ne suis plus opérationnel, on m'a laissé les pays un peu étranges qui sont fascinants, donc j'ai passé beaucoup de temps en Chine, je passe beaucoup de temps en Afrique, en partenariat d'ailleurs avec nos collègues chinois. J'ai ouvert il y a peu de temps des retours, je vais plusieurs fois en Iran, je vais dans des endroits, le Moyen-Orient et Mali. Tous ces pays aspirent, je dirais, à avoir de notre part, je parle de notre part au sens tricolore, une assistance. Il y a une Pax Americana qui est difficile à supporter et la Pax chinoise n'est pas non plus évarante. Donc nous avons une carte à jouer dans ces pays qui s'ouvrent à nous, et en plus la grande force, c'est la francophonie que nous avons et que nous ne l'exploitons pas assez. Voilà, et un mot pour conclusion, je dirais, je travaille souvent, toujours en termes militaires, en débranchant la radio, c'est-à-dire que j'écoute pas bien ce que raconte au-dessus. Je suis pas très parisien, parce que chaque fois que je vais à Paris, je reviens un peu dépressif. Je trouve que je trouve que le pont supérieur du bateau France est occupé par une élite brillante, qu'elle soit de gauche ou de droite, mais s'il descendait de temps en temps en fond de cale, il se rendrait peut-être compte que c'est pas aussi euphorique qu'en haut. Voilà. Merci Alain Mérieux. Après Paris, après Lyon, voici Bandol. C'est à vous, Rudy Ricciotti. Oui, allô. Oui, bien sûr, parce que moi je suis un architecte local, maniériste, réactionnaire et petit bourgeois. Mais réactionnaire et maniériste au sens de Barbé d'Aurevilly, c'est-à-dire nourri d'une anxiété qui remonte au 19e siècle, un siècle que je n'aurais jamais dû quitter tant je me sens pas à ma place dans ce monde contemporain. Alors, ce soir, on était tous dans des citations littéraires ou alors de citations christiques, alors je vous en renvoie une qui est celle de Cours sur Malaparte, qui a dit que Descartes avait fait des Français des catholiques ratés. Alors la place de la France, moi j'ai envie de dire de rester à sa place. Rester à sa place, qu'il n'y ait aucun malentendu. D'abord, je suis patriote. Et je le dis dans toutes les conférences lorsque je parle à mes jeunes confrères. Et je suis un architecte patriote. Et j'essaie de développer un rapport de proximité avec la mémoire du travail territorialisé sur des chaînes courtes de liaison, de sorte à développer, à participer à ce que l'économie territoriale soit toujours protégée. Voilà. Ce n'est pas un discours d'extrême droite, c'est un discours de patriote. Et en même temps, c'est un discours environnementaliste pour éviter les transports les plus lointains. Et c'est une manière aussi de reconstruire une mémoire du travail, une mémoire sociale, une cohésion.
Et si on veut redonner à l'architecture une fonction politique, il faudrait encore que les architectes puissent réintégrer cette pensée dite maniériste et réactionnaire, d'être dans une territorialité, dans cette manière d'aborder la physicalité de l'architecture. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais me plaindre. Restons à notre place. Je me souviens de quelques mauvais tripes, comme on dit, chez les défoncés, quand les Rimbaud, les gros bras de Paris, de Saint-Germain, voulaient une fois attaquer Kadhafi, ce qu'on a fait, puis après s'en prendre aux Ukrainiens, aux séparatistes ukrainiens. Vous voyez, le philosophe, on a eu même cette idée géniale, incroyable, d'aller se battre contre les séparatistes dans le Donbass. Et, bon, je fais de l'humour de très mauvais goût, mais quand même, pour finir sur la Syrie, avec un ancien ministre des Affaires étrangères qui, parlant d'Hafez el-Assad, disait Assad dégage, alors même que les Américains n'étaient absolument pas prêts à nous suivre. Je crois qu'il faut un peu rester à sa place. Voilà. Alors, évidemment, rester dans la défense de l'image de la France, je crois qu'il faut poser la question aux migrants, à tous ces malheureux qui viennent de pays sous la guerre, sous la terreur. Et lorsqu'on demande aux migrants qui viennent en Europe quel est le pays de leur destination, c'est jamais la France, c'est tous les autres. Et lorsqu'ils passent par la France, ils veulent passer très vite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'administration française. Ils ont peur de l'administration française qui est plus un épouvantail que l'extrême droite la plus radicale. C'est quand même incroyable, non? C'est incroyable. Et ça, c'est pas cher, finalement. C'est au moins, j'ai envie de dire, un mauvais bénéfice, mais un bénéfice. Alors, évidemment, lorsqu'on en est là, je suis obligé de parler de la bureaucratie, parce que là est la maladie. C'est une véritable maladie, comme un cancer, qui a compris, qui a muté, qui fut inventé par Napoléon pour fluidifier le fonctionnement démocratique, et qui a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. On va tous mémoriser ensemble cette phrase. La bureaucratie qui, comme un virus, a muté et a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel pour nous amener jusqu'à l'extinction. Ah, on me dit de me taire. Ah ben alors je me tais. Mais je vais vous dire, non, bah attends, on m'a mis un panneau, taisez-vous. Bon. On est, laissez-moi terminer quand même sur un mot positif quand même, puisque nous sommes un laboratoire du dysfonctionnement démocratique, notre modèle bureaucratique, c'est ce qu'on exporte de mieux. Hein. On le voit au niveau européen avec ce monstre terrible. Je me dis quand même qu'il faut... Puis je n'ai rien à foutre, vous me dites le temps est dépassé, c'est pas moi qui ai parlé une demi-heure. Hein. Bon, attends. Bon, évidemment, on est dans la, comment dire, dans l'auto-déconsidération, on se mutile, etc., etc. Je le veux bien, mais je crois que ce qu'il nous faut, c'est changer nos héros. Et imaginez que nos nouveaux héros aujourd'hui sont plutôt les ingénieurs. J'ai une très grande admiration pour l'école mathématique française qui produit autant de fils que les Américains. Il faut le dire, voilà un secteur à protéger de toutes pièces. Toute l'industrie, l'économie française est liée au génie de l'école mathématique française, une des meilleures au monde. Ne l'oublions jamais. La deuxième chose qu'il faut aussi également défendre, c'est la médecine, la recherche, effectivement, les biotechnologies, et puis aussi les militaires. Ils donnent beaucoup, et surtout aussi la police, pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Ils sont là, oui, quelle honte de siffler la police. Ils sont là au service de la nation, de notre peuple et de notre récit collectif. Nous en avons besoin. C'est la seule manière par laquelle nous retrouverons une dignité et un récit national. Ils sont les derniers héros romantiques et révolutionnaires, et pas les cultureux. Rudy Ricciotti, merci. Que la France reste à sa place, dit-il. Ça fait écho à la question que vous vouliez poser. La parole aux étudiants. C'est Antoine Lévy qui pose une question à nos intervenants de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ricciotti. Vous êtes le seul à avoir refusé de prendre pour donnée l'idée que la grandeur, l'influence, la puissance de la France, c'est une priorité. Et je me demande parfois à quel coût d'opportunité. Pourquoi des dépenses militaires si importantes quand les besoins sociaux en France sont si élevés? Pourquoi un réseau diplomatique universel?
plutôt que des écoles? Pourquoi donner des leçons de droits de l'homme au reste du monde plutôt que de construire des prisons dignes de ce nom en France? Les autres nations, parfois, ont fait le choix des succès domestiques plutôt que de l'influence mondiale. On pense à l'Allemagne, à la Suisse, au Danemark, à Singapour. Est-ce qu'au lieu de donner des leçons au reste du monde, nous ne ferions pas mieux de balayer parfois devant notre porte? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Qui se sent d'y répondre? Ah, Valérie Pécresse, vous jetez sur le micro. Emmanuel Faber, vous n'avez rien à... Non, vous les laissez... Alors Valérie Pécresse. En 2 mots, parce que je me sens quand même un peu... Mais j'ai remarqué quand même que pendant ces journées, les politiques étaient souvent le problème, rarement la solution. Donc moi, je voudrais quand même dire que si la politique peut être la solution et qu'on peut essayer de viser les deux. On peut essayer à la fois de balayer devant notre porte et de se réformer, et en même temps de garder une envie de se projeter et de projeter sa puissance. Même si on est un petit pays, on a... Mais il n'y a pas à choisir, on est extrêmement riche. Enfin, de quoi on parle ici? De qui on se moque? Enfin, on a tout à fait la capacité de faire les deux, d'avoir des prisons dignes de ce nom, d'avoir des investissements dignes de ce nom. Le problème, c'est qu'il faut arrêter, il faut couper les budgets de fonctionnement, il faut faire des économies, il faut arrêter de gaspiller, il faut fusionner les départements, les régions dans un mouvement... Voilà. Il faut arrêter de créer des structures et des superstructures et encore des structures et de la bureaucratie, puis il faut simplifier. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le discours, on finit par être à peu près tous d'accord, puisque le président de la République a parlé de choc de simplification. Mais il parle de choc de simplification et le lendemain, il fait 3 lois qui complexifient. Donc à un moment donné, il faudrait que nous, les politiques, on accepte de se mettre dans cette logique-là. Moi, je suis prête. Je suis prête à ce qu'on mette tout sur la table et je suis prête à ce qu'on sabre des lois, mais j'allais dire avec un trait de crayon. Mais ça nécessite vraiment un certain courage. J'espère que ce courage, ce sera celui du prochain président de la République. Et je voudrais prolonger la question d'Antoine en me tournant vers Emmanuel Faber, numéro 1 de Danone. En quoi la puissance économique de Danone profite-t-elle à la France, au pays d'origine de l'entreprise? Je pense qu'il est très clair depuis des années que Danone, comme la plupart des très grandes entreprises françaises, a commencé, il y en a aujourd'hui une dizaine qui sont leaders de leur activité au niveau mondial, a commencé à grandir, et la France est devenue le véritable bastion de la plupart de ces entreprises, le point de départ de leur expansion. Ça a été l'Europe dans les années 80-90, puis l'Europe de l'Est, puis l'Amérique latine, l'Asie, aujourd'hui l'Afrique. Lorsqu'on regarde le déploiement de cette présence, c'est aujourd'hui la croissance des pays émergents qui nourrit la capacité de Danone à investir, y compris en France. Nous avons 2 centres de recherche mondiaux, un près de Paris, un à Utrecht. Ces 2 centres sont nourris par la croissance que nous trouvons en Chine, en Amérique latine, en Russie aujourd'hui et dans certains pays dont Alain Marieux parlait tout à l'heure. Et en même temps, à très long terme, il est clair que les systèmes agricoles, les systèmes alimentaires sont liés. Et donc il est impensable que Danone ait une politique aux États-Unis, en Russie, en France ou en Europe qui ne soit pas coordonnée. Donc cette coordination, de toute façon, sur la question de savoir si nous avons le luxe ou pas de savoir si nous devons influencer et avoir une influence sur le reste du monde, lorsque nos amis chinois, après s'être opposés pendant assez longtemps aux OGM, rachètent Syngenta, l'un des 4 leaders mondiaux suisses des OGM, je pense qu'on est en face d'un sujet qui est stratégique et qui concernera la France, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et c'est ce devoir de réalisme que nous devons véritablement avoir. Merci. Olivier Pastré, vous voulez intervenir? Olivier? Je voulais dire à Antoine, tu es au MIT, c'est ça, hein? Je voulais dire 2 choses. D'abord, c'est pas fromage ou dessert. Il faut être efficace et on a des progrès à faire, mais ça n'empêche pas d'avoir une voix et d'ouvrir sa gueule, comme on l'a fait à cette tribune, pour essayer d'exprimer quelque chose. Deuxième remarque, je pense que, là ça a déjà été dit, l'avenir c'est la jeunesse. Et donc il faut aller au MIT, se former,
Mais après, il faut revenir en France pour réformer la France. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'il faut ne pas être fermé sur soi-même, mais je pense qu'on a besoin que les jeunes qui se sont formés à l'étranger reviennent en France pour réformer la France, qu'on n'a peut-être pas, nous, notre génération, réformé aussi bien que ça. Francis Huster. Francis. Pardon. Valérie, la question qui a été posée, c'est comment faire des économies. Mais la réponse, la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question qui est en même temps la réponse à cette question, c'est comment faire pour que la France gagne plus. Et oui, et c'est exactement la question que doit se poser à l'heure actuelle dans le vestiaire ou en train de déjeuner l'équipe de France. Comment faire pour que la France gagne tout à l'heure? Merci pour cette allusion football. Valérie Pécresse, un mot? Oui, c'est vrai d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain, excusez-moi, je ne devrais pas le dire ici. Le Paris Saint-Germain a une devise qui est intéressante. Sa devise, c'est « rêver plus grand ». Ben, moi, je crois qu'on devrait rêver plus grand et on devrait attirer plus de monde en France et créer de la richesse en France et de l'emploi pour nos jeunes. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que chacun intervienne sur un canevas imposé, mais enfin qui peut être... qui peut partir dans les digressions que vous souhaitez. Je voudrais demander à chacun, sur un plan plus affectif, puisqu'il est question de l'influence de la France, de son rayonnement à l'étranger, ce qui vous rend fier aujourd'hui, ce qui vous rend le plus fier, et ce qui vous fait honte, si vous en acceptez le mot s'agissant de notre pays et d'un sentiment qui peut être patriotique, comme ça a été dit tout à l'heure. Qui veut commencer ? Rudy Ricciotti. Oui, d'abord, ce qui me fait honte, c'est pas grand-chose. Peut-être le naufrage culturel, c'est-à-dire que on a toujours cette idée que l'art, la culture serait l'avant-garde civilisationnelle de la France. Je pense qu'on peut faire un bilan pas forcément très heureux, que, comme je dis tout à l'heure, je pense que les scientifiques exportent une idée positive de la France davantage que la culture, parce qu'après tout, c'est bien les cultureux qui ont inventé le politiquement correct, ultime version de la pornographie quand même. Je répète, le politiquement correct comme ultime version de la pornographie. Voilà. Et sur ce, c'est pas dans le bêlement victimiste qu'on va réactiver le principe d'une culture de combat. Faut le dire. Voilà. Et moi, je suis un cultureux et je fais l'éloge de la police avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, par exemple. Alors, je vais vous dire, je crois que plus tout à l'heure, je citais Malaparte qui disait. Malaparte qui dit, en réponse à vous, monsieur Mérieux, quand vous dites ce qui nous manque, c'est la générosité, Malaparte dit la France est le seul pays qui a intégré la violence dans son mode de raisonnement. Il y a un piège cognitif, voilà, il est là, voilà. Et en attendant, moi je ne rêve pas de la France comme un pays dans une énorme métropole sur le mode du modèle asiatique ou sur le mode du modèle américain. Ça m'intéresse pas. Je veux rester provincial, voyez-vous? Merci. Alain Mérieux, une fierté et une moins grande fierté, va-t-on dire? La fierté, c'est de rencontrer partout, sur le terrain, des gens extraordinaires qui sont français, soit dans l'humanitaire, soit dans les services publics, soit des gens qui donnent beaucoup pour leur pays, sans bruit et sans médiatisation. Donc les gens qui servent, pour moi, sont une source, je dirais, de respect et d'estime. Ceux qui se servent, et il y en a quand même beaucoup, cela inspire un certain dégoût et un certain rejet et un manque total d'enthousiasme, parce que ces gens-là, personne ne les suivra. Et puis je souhaite vraiment que, si on veut garder justement ce patriotisme économique, il faudrait peut-être que nous ayons un traitement différent du capitalisme entrepreneurial industriel que du capitalisme spéculatif ou financier. C'est indispensable.
Merci. Valérie Pécresse, une fierté. Oh, ce qui me rend fière, c'est notre intelligence et notre créativité, parce qu'elle est exceptionnelle et on la voit partout, dans tous les domaines de la société, y compris dans les quartiers les plus populaires. Et ce qui me fait honte, c'est 20% de jeunes qui sortent du système scolaire sans maîtriser leur langue. Et ça, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas, et là encore, par-delà les clivages politiques, à en faire une priorité nationale. Les Allemands l'ont fait, ils ont eu un PISA choc, on les a évalués, ils ont dit ça marche pas, on va se mettre autour de la table et on va payer mieux les profs et on va changer nos méthodes pédagogiques. Nous, on a une évaluation, on s'en fout, parce qu'on n'aime pas être évalué et que c'est toujours le thermomètre qui est cassé. Emmanuel Faber. Même question. Ce que je trouve extraordinaire avec la France, dans mon expérience, c'est la capacité qu'elle a à fasciner sur ces deux facettes-là. Au comité exécutif de Danone, il y a 12 personnes, 6 nationalités. La semaine dernière, on était en réunion. Je vous passe le spectacle de Paris, compte tenu de tout ce qui s'y déroule en ce moment. Et, pardon Valérie, mais... Et il y avait un Mexicain en train d'expliquer à sa voisine sud-africaine qu'il avait décidé de se mettre à la lecture du 12e sexe de Simone de Beauvoir. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et dans la foulée, parce qu'on discutait d'un certain nombre de choses très logistiques, lui recommander vivement d'utiliser l'application c'estlagrève.com parce que c'est le seul moyen de s'en sortir à Paris. Alors, je trouve que... Voilà, donc moi je suis ni fier ni honte, c'est la France, et ce que je trouve incroyable, c'est sa capacité à fasciner sur ces deux facettes-là. Merci. Francis Huster. Une fierté, une moins grande fierté ou une honte? La fierté, c'est que la France, comme elle va le faire, elle va le prouver ce soir, quand elle joue vraiment comme une équipe, quand elle considère, comme le disait justement d'Artagnan, un pour tous, tous pour un, quand la France est solidaire, elle peut réussir des miracles. Et je suis très fier de cette France-là. Et la honte, c'est que dans ce pays qui s'appelle la France et le français, la langue de Molière, Molière ne soit même pas au Panthéon. Merci. Olivier Pastré pour quelques mots de conclusion. Ah ben non, et comme tout le monde, la honte, c'est la même que celle qu'a évoquée Valérie vis-à-vis des jeunes, mais c'est aussi le comportement de la France et malheureusement de l'Europe vis-à-vis des réfugiés. Alors c'est un sujet très compliqué, mais j'ai un peu honte de notre comportement dans ce domaine-là. Ma fierté, elle est très simple, c'est que grâce à Jean Hervé, on ait une fois de plus réussi ces rencontres et fait une déclaration qui est remarquable et que vous êtes priés de lire. Et puis encore, pendant 10 jours, j'ai le droit à deux fiertés, et encore pendant 10 jours, je suis fier de Thierry Deschamps. Merci.